Bonjour à tous. Écoutez, nous allons pouvoir démarrer. À nouveau, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et bienvenue dans ce webinaire dernier de la série dédiée à l'expérience client. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de satisfaction client, mais nous allons surtout nous demander comment embarquer les collaborateurs dans une démarche d'excellence relationnelle et d'amélioration continue. Donc, je suis Marine Busson, chargée d'études à l'Institut Sphinx, et je suis accompagnée aujourd'hui de Chantal, directrice conseil et études qualitatives. Avant de commencer, un tout petit point technique. Nous vous rappelons de bien utiliser l'outil questions en bas de votre écran pour poser vos questions. Notre collègue Audrey s'attachera à répondre à vos questions tout au long du webinaire. Et en fin de présentation, on répondra également en direct à quelques-unes de vos questions. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Sphinx, c'est une entreprise d'environ 90 collaborateurs avec des équipes sur Annecy et à Grenoble. Nous avons deux principales activités. Donc, d'une part, l'édition de logiciels d'enquête et d'analyse de données. Et d'autre part, l'Institut d'études, donc service dans lequel nous travaillons avec Chantal, pour gérer tout ou partie de vos projets d'études, que ce soit des projets quanti, quali, mixtes, voire même des prestations de conseil. Et le Sphinx, aujourd'hui, c'est plus de 50 000 utilisateurs dans le monde et une expertise multisectorielle. Alors, pour commencer, je vais vous présenter 3 constats sur l'importance de l'engagement collaborateur pour la CX. Le premier constat, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'expérience client. Alors que 80% des dirigeants pensent délivrer une excellente relation et expérience client, il y a seulement 24% des clients qui voient les choses de cette façon-là. Ce décalage, il exprime une chose, c'est qu'en fait, il y a un chaînon manquant dans l'expérience client, c'est l'implication réelle et la vision juste des collaborateurs. Le deuxième constat, c'est que les organisations investissent massivement dans les parcours et les outils, mais négligent le plus souvent l'implication de leurs équipes. Or, les organisations dans lesquelles les équipes sont hautement engagées affichent plus 20% de satisfaction client. Il y a donc une corrélation assez évidente et directe entre engagement collaborateur et satisfaction client. Le troisième constat, c'est que vos collaborateurs sont en première ligne. Ils captent les signaux faibles, ils vivent les frictions au quotidien et c'est une richesse d'informations et un potentiel d'action qui est souvent sous-exploité. Et donc, fort de ces 3 constats, nous allons, avec ce webinaire, répondre aux objectifs suivants, comprendre comment l'engagement des collaborateurs impacte directement l'expérience client, identifier les leviers et les outils pour diffuser une véritable culture client dans toute l'organisation et enfin, découvrir ensemble des méthodes concrètes pour embarquer vos équipes dans l'excellence relationnelle. Au programme ce matin, alors, avec Marine, on va vous présenter 3 grandes parties différentes. Les bénéfices d'une culture orientée client, comment impliquer vos équipes dans l'amélioration continue et ensuite, comment co-construire avec les équipes pour viser l'excellence relationnelle. Les bénéfices d'une culture orientée client, ils sont de 2 types. Des types financiers et de type humain. En effet, les entreprises qui placent réellement le client au cœur de leur stratégie ne font pas que mieux servir leurs clients, elles performent mieux financièrement. En effet, les organisations, on pourrait dire obsédées par la satisfaction client, affichent une croissance de revenus de 2,5 points supérieure à leurs concurrents. Le deuxième bénéfice, on le sait, fidéliser coûte moins cher qu'acquérir de nouveaux clients. Les clients fidèles achètent plus, le plus souvent, et recommandent la marque. Le troisième bénéfice,
c'est que sur des marchés qui ont tendance à devenir extrêmement homogènes en termes de produits, de services, de prix, ça va vraiment être votre terrain de différenciation. L'expérience client que vous allez être capable de délivrer, ça va être votre ADN et ça va être quelque chose de difficile à copier par vos concurrents. Le troisième bénéfice, c'est que mettre en place une culture client réduit les frictions, anticipe les réclamations et diminue les réclamations. Résultat, vous avez moins de gestion de crise, moins de SAV coûteux et des opérations qui sont plus fluides. Enfin, un bénéfice humain. Donner du sens au travail est un puissant levier d'engagement. Quand les collaborateurs voient l'effet direct de leur action sur la satisfaction client, ils trouvent leur travail plus gratifiant. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 83% des employés qui gravitent dans des entreprises qui ont mis la culture client au centre de leur stratégie considèrent qu'ils seront encore là dans 2 ans, sont assez confiants et se projettent dans l'entreprise d'ici à 2 ans. Et ce chiffre tombe à 56% seulement dans des entreprises qui n'ont pas mis la culture client au centre de leur organisation. Alors, comment est-ce qu'on peut schématiser ces bénéfices? Le premier bénéfice, première étape, c'est qu'on part de collaborateurs impliqués et alignés sur la culture client. Ces collaborateurs, ils comprennent les enjeux, ils se sentent responsables et ils agissent en conséquence. Qu'est-ce que ça produit? Ça va produire une expérience client de qualité. La satisfaction client est en hausse. Chaque interaction révèle l'engagement des collaborateurs et les clients le ressentent. Ceci va amener à une amélioration des résultats de l'entreprise. Fidélisation, recommandation, croissance du chiffre d'affaires, les bénéfices sont concrets et mesurables. Et ces bénéfices, ils ruissellent au profit des collaborateurs. On a de la reconnaissance, des conditions de travail qui sont améliorées, du développement de plans d'amélioration des compétences, de développement des compétences, un sens donné au travail et les collaborateurs sont donc plus épanouis, encore plus impliqués et ceci relance encore avec plus de force le cercle vertueux de la culture orientée client. Alors, maintenant que l'on a parlé du cercle vertueux d'une culture orientée client, on va maintenant se pencher plus précisément sur les différents piliers qui font l'implication des collaborateurs aujourd'hui. Alors, sur quoi repose vraiment, réellement l'implication des collaborateurs? Autrement dit, quelles sont les commandes que vous avez sur votre tableau de bord, le tableau de bord que vous avez entre les mains, et quelles sont ces commandes que vous pourriez activer pour à la fois amorcer l'implication des collaborateurs, mais aussi la maintenir dans le temps. Premier pilier, c'est celui-ci, donner la parole au terrain. Deuxième commande, rendre les équipes actrices de la relation client. Et enfin, convertir les observations en plans d'action tangibles. Alors, donner la parole au terrain, oui, mais comment? Tout d'abord, en construisant des moyens de communication par lesquels les collaborateurs vont pouvoir s'exprimer facilement sur ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs clients. Donc, on évite les réunions mensuelles un peu laborieuses, fastidieuses, et on va privilégier, par exemple, une remontée d'informations plutôt spontanée, fluide et surtout au fil de l'eau. Et ensuite, après ce recueil d'informations, il va être vraiment primordial de quantifier toutes ces remontées, toutes ces observations qui remontent du terrain, de les agréger pour pouvoir ensuite les présenter et les partager à tous. Et c'est en cela que l'on parle vraiment de signaux collectifs, de transformation en signaux collectifs. Et enfin, en partageant ces résultats aux différentes équipes qui sont concernées, ça va nous permettre de valider la correspondance entre ces résultats qu'on observe, mais surtout la correspondance avec la réalité et le quotidien du terrain des collaborateurs. Et tout ça, ça va vraiment donner du poids aux remontées des collaborateurs.
Alors, comment fait-on pour donner justement la parole au terrain, mais de manière plus opérationnelle maintenant? On va se placer ici dans une configuration d'un dispositif d'écoute à chaud, de satisfaction client. Donc, dans ce cadre, eh bien, les collaborateurs, ils sont en contact avec leurs clients, ils entendent leurs étonnements, leurs enchantements, leurs remarques dans certaines situations, et ils vont aussi pouvoir identifier ce qu'on va appeler des crispations. Et afin de pouvoir justement traquer ces crispations qui sont détectées par les collaborateurs, eh bien, on va leur mettre à disposition une plateforme online dédiée et surtout collaborative. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, à quoi elle va servir cette plateforme online? Eh bien, première chose, elle va permettre de saisir des irritants, crispations, les plaintes qui sont détectées. Ça va permettre aussi de les contextualiser. On a un exemple ici. L'irritant qui a été identifié, c'est que certains emails n'ont pas de réponse ou alors ont un délai de réponse qui est vraiment trop long. Sur cette plateforme, les autres collaborateurs vont aussi pouvoir venir évaluer cette frustration. C'est le deuxième objectif de la plateforme. C'est de pouvoir évaluer cette frustration, notamment en matière de fréquence d'observation. Et ça va vraiment aider à la priorisation de l'irritant et surtout à déterminer sa criticité, en fait. Et enfin, troisième objectif de cette plateforme, ça va être vraiment de piloter ces irritants au fil du temps. On va voir à qui ils sont affectés, on va suivre la mise en place des actions correctives. Et donc, avec cette démarche, elle a vraiment pour objectif de donner la parole aux équipes en leur permettant de s'exprimer vraiment facilement au fil de l'eau, je vous le disais tout à l'heure, en vue d'une optimisation de l'expérience client. Deuxième pilier dont je vous parlais tout à l'heure, deuxième commande de votre tableau de bord, eh bien, c'est rendre les équipes actrices de la relation client. Impliquer les équipes, c'est aussi leur donner la capacité d'agir directement dans la relation client, notamment dans les moments clés, donc qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Donc, premier point, on ne laisse pas le feedback client sans réponse. Oui, on essaye d'offrir des réponses qui soient immédiates, que ce soit aux éventuelles insatisfactions, mais aussi pour renforcer la fidélisation. Donc, en recontactant les clients détracteurs, en remerciant aussi les clients promoteurs, via un message personnalisé, un canal aussi qui soit bien adapté au profil de notre client. On va par exemple plutôt adresser un mail à nos clients promoteurs pour les remercier, pour renforcer la fidélité. Et par contre, on va plutôt privilégier un recontact téléphonique auprès des détracteurs parce que là, on est sur un sujet un peu plus sensible, un vrai enjeu de satisfaction client et un véritable enjeu de non-churn. Deuxième chose, permettre aux collaborateurs de clore eux-mêmes la boucle relationnelle. Oui, responsabiliser les collaborateurs en les impliquant directement dans l'expérience client, en les rendant pleinement acteurs. Eh bien ça va permettre en finalité de renforcer leur engagement, leur implication au quotidien. Donc, il y a un vrai effet positif. Et enfin, accompagner les équipes. Il faut effectivement encadrer, appuyer les équipes. Autrement dit, vraiment animer la démarche pour mobiliser tous les collaborateurs autour d'un seul et même objectif, optimiser la satisfaction des clients finaux. Alors, comment fait-on justement pour placer les équipes au cœur de la relation client? Eh bien, quand un client répond à une enquête de satisfaction, qu'il indique vouloir partager son insatisfaction, ici par exemple à l'écran, une mauvaise compréhension de son besoin, eh bien le collaborateur concerné, ici Monsieur Dupont, va être alerté en temps réel, immédiatement, et il va pouvoir répondre directement et personnellement à son client via un formulaire online dédié. Et en ça, il va redevenir vraiment acteur de la relation. Et puis, alors pour faciliter sa réponse à notre collaborateur et pour l'accompagner, je vous le disais précédemment, accompagner, animer la démarche, eh bien, pour l'aider, on lui met à disposition un outil IA, c'est le petit bouton gris que vous voyez à l'écran
qui est intitulé « Je réponds au client ». Et ça va permettre de formuler, d'aider M. Dupont à formuler son message personnalisé à son client. Donc, on va finalement lui faciliter la tâche. En finalité, vous l'aurez compris, le client se sent écouté et le collaborateur est véritablement responsabilisé. Enfin, troisième pilier de l'implication des collaborateurs, convertir les observations du terrain en plan d'action tangible. Les remontées terrain, elles doivent vraiment déboucher sur des actions qui soient visibles. Oui, parce que la remontée d'informations seule, ça ne suffit pas. Et surtout, pour que les équipes restent bien impliquées dans la durée, au fil du temps, elles doivent absolument voir que les signaux qu'elles font remonter débouchent bien sur des actions concrètes. Et c'est vraiment ici que la démarche se structure finalement. Ensuite, on a une phase de formalisation. On va renseigner toutes ces actions que l'on identifie. On va les modéliser. On va préciser des éléments de mise en œuvre, les objectifs de notre action, les moyens que l'on va employer, que l'on va mettre en face, les délais de réalisation, par exemple, les contacts référents, etc., etc. Donc, il y a une phase de modélisation. Et enfin, rendre le suivi transparent. Oui, il faut assurer un suivi dans le temps des actions qui sont renseignées via un statut d'avancement, un état d'avancement, que sais-je. En tout cas, permettre d'assurer une vraie lisibilité des actions qui sont mises en place. Et là encore, ça va vraiment permettre de maintenir l'engagement des équipes au fil du temps, puisqu'elles voient ce qui est fait des signaux qui sont remontés par leur sang. Donc, comment transformer l'observation ou le signal qui est identifié par le collaborateur en action concrète? Toujours à partir de résultats d'enquête, sur une plateforme dédiée, eh bien, des plans d'action vont pouvoir être formalisés. Vous le voyez, déterminer des objectifs clairs, indiquer les moyens que l'on définit, une date butoir, un référent, pourquoi pas. Donc, sur l'exemple que vous avez à l'écran, l'action que l'on a identifiée, c'est la suivante: améliorer le suivi du traitement des emails. Donc, la mise en œuvre, les éléments de mise en œuvre que l'on va mettre en parallèle, c'est rédiger des mails types pour faire patienter les clients et leur indiquer qu'on a pris en compte leurs demandes, mais aussi identifier un délai raisonnable pour une réponse, donc au-delà duquel on ne va pas. Ce qu'on voit ici, c'est que l'action, elle est toujours en cours, qu'elle est réalisée à hauteur de 50%. On a aussi l'identité du contact référent, que l'on peut contacter si besoin. Donc, avec ce type d'outils à disposition, cette plateforme de gestion des plans d'action, eh bien, chaque collaborateur sait ce qui est fait des informations qu'il a remontées du terrain, mais aussi, c'est un outil de suivi très précieux pour les managers et les responsables qui peuvent eux aussi suivre dans le temps toutes les actions qui sont identifiées et mises en place. Alors, pour prolonger ton intervention, Marine, je propose qu'on entre dans la troisième partie de ce webinaire, co-construire avec les équipes pour viser l'excellence relationnelle. Dans beaucoup d'organisations, l'amélioration de l'expérience client repose encore sur une logique descendante. Les plans d'action sont décidés en haut par le management. Les recommandations d'études sont souvent peu ou mal appropriées par le terrain. On observe un décalage entre la stratégie CX et la réalité opérationnelle. Le risque, c'est que les équipes ne maîtrisent pas bien les tenants et les aboutissants de l'action à mettre en place. Et ceci amène à une exécution inégale, une mobilisation qui s'essouffle et des plans d'action qui restent théoriques. Peut-être que vous avez déjà fait cette observation, vous, dans votre organisation. Donc, l'enjeu, c'est comment on va passer de la prescription à l'appropriation. Pourquoi rechercher la co-construction? Parce qu'en fait, précisément, elle va permettre de changer de logique. On ne va plus demander aux équipes d'appliquer des décisions qui leur sont prescrites, mais on va leur offrir un cadre structuré pour construire collectivement des solutions en fonction de ce qu'elles vivent au quotidien dans la relation client. Mécaniquement, ce changement de posture, il va amener des bénéfices très concrets. Pour les équipes,
sens et responsabilisation, reconnaissance et légitimité. Les équipes se sentent investies, considérées, écoutées. L'engagement est renforcé. On passe d'une logique d'exécution à une logique de responsabilisation. Pour l'organisation, bénéfice aussi, meilleure adhésion. Pourquoi? Parce que les plans d'action sont conçus par ceux qui vivent la relation client au quotidien. Des actions plus réalistes parce qu'elles prennent en compte les contraintes opérationnelles et les marges de manœuvre du terrain, et la dynamique collective est donc plus durable. Enfin, pour les clients, il y a moins d'irritants parce qu'en fait, ils sont traités à la source et on a une confiance et une fidélité renforcées. Alors, pour mettre en œuvre cette co-construction, il y a un outil qui est très opérant, c'est le workshop résolutif. Déjà, ce que je voudrais préciser avant de vous présenter cet outil, c'est qu'en fait, il s'inscrit, le workshop résolutif, dans le prolongement d'une enquête quantitative, donc dispositif d'écoute à chaud, étude de satisfaction, ou d'une étude qualitative. Et c'est en ça que cet outil est différent et complémentaire de ce que vous a présenté Marine. Alors, un workshop, c'est quoi? C'est un atelier collaboratif qui est conçu pour transformer des constats en solutions concrètes et opérationnelles. Il répond à un critère, à un cadre en fait, qui est bien posé. C'est un temps dédié hors du quotidien opérationnel. L'objectif est clair, il est partagé, il est posé en amont du workshop et il est basé sur une problématique récurrente. La méthode est structurée, il y a des étapes dans l'animation, dans la préparation et dans l'animation, et il y a des outils qui sont dédiés. On a une implication active des collaborateurs. On ne va pas leur demander d'être spectateurs, mais on va vraiment leur demander d'être acteurs de ce workshop. Et on veut une orientation résolument action, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'issue du workshop, on ait des solutions qui soient concrètes. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre, comment est-ce qu'on travaille pour vraiment produire un workshop qui amène de la valeur? Alors, ce que je voudrais dire en préambule, avant de vous présenter la façon dont on travaille, c'est que nous, Institut d'études Sphinx, quand on va travailler pour un client sur un workshop, on demande à notre client de désigner un comité de pilotage restreint. Pourquoi restreint? Parce qu'en fait, il va falloir pouvoir se réunir rapidement pour prendre des décisions et aussi prendre donc des décisions facilement. Donc voilà, c'est vraiment dans un souci d'agilité. Deuxième élément, c'est qu'on commence à travailler sur la préparation à peu près 3 semaines avant pour être sûr que les personnes qui sont pressenties pour participer au workshop puissent être disponibles. Alors, première étape, cadrer un thème de travail clair et réaliste. Un workshop, ça s'ancre toujours dans un état des lieux préalable issu d'une enquête quantitative ou qualitative qui a permis d'objectiver, de mettre en lumière une fragilité, un irritant de l'expérience client délivrée. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ça pourrait être le manque de visibilité des clients suite à un achat en ligne, un parcours d'achat, ou alors suite à une réclamation, ou alors suite à une déclaration de sinistre. Donc, le manque de visibilité. Ensuite, ce thème de travail, on va le formuler d'une façon spécifique. Il faut que ce soit une question ouverte, avec une orientation action, puisqu'il va falloir y trouver des solutions, et surtout qu'il soit formulé avec une mise en tension. Pourquoi cette mise en tension? Parce qu'en fait, il ne faut pas que ce soit une question, je dirais, plate, à laquelle il est facile de répondre, ou par exemple, on en discuterait 2 minutes avec Marine et on aurait des solutions. Il faut qu'il y ait une sorte de paradoxe dans cette question. Je vais vous donner des exemples. Ça pourrait être comment informer nos clients sur l'avancement de leur dossier de réclamation alors que nous n'avons pas accès à l'information, ou alors comment renforcer la notoriété de ce service alors que nous n'avons pas les moyens d'en faire la promotion. Donc, vous voyez, dans ces 2 cas, il y a une forme de paradoxe dans la question. C'est un défi à résoudre, en fait. Ensuite, deuxième étape, on va mobiliser les bons profils pour le workshop. 8 à 12 participants qui vont avoir un lien avec le thème de travail, mais dont on va chercher à ce qu'ils viennent de services, de métiers, de départements différents, qui peuvent être marketing, RH, opération, data, IT, etc. Ce qu'on va chercher, c'est des regards différents sur le problème pour favoriser
la transversalité et casser les silos. Ensuite, on adapte le format. On peut travailler très efficacement et obtenir des solutions très intéressantes dans le cadre d'un workshop d'une demi-journée, mais ça peut être aussi une journée s'il y a 2 thèmes de travail. On peut réaliser le workshop en présentiel ou en distanciel. 4e point, on va aborder ce workshop le jour J en changeant de perspective. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, et ça c'est très important, pourquoi ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour agir à notre niveau. Et ça, c'est très important. On n'est pas dans la justification, mais on est dans la recherche de solutions. 5e point et 5e étape, le workshop démarre. On va mettre en place des outils de brainstorming, des outils créatifs pour faire générer par le groupe des idées nombreuses, foisonnantes, différentes, originales. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment de collecter le maximum de pistes de solutions pour résoudre le défi qui a été posé. Donc voilà, donc on est vraiment dans une démarche d'idéation. Et à ce titre, l'animateur est vraiment un chef d'orchestre. Il a un rôle très important. Il va garantir un cadre clair et sécurisant pour que les participants s'expriment librement. Il va stimuler la créativité tout en veillant à ne pas dériver vers le hors-sujet. Il va canaliser les échanges pour bien respecter le timing et il va s'assurer du maintien de la dynamique de groupe pour tirer le maximum de profit des profils en présence et puis aussi des énergies qui sont dans le groupe. Alors, on a collecté plein d'idées à travers le travail de brainstorming et on va demander au groupe ensuite de sélectionner les idées qui leur semblent le plus intéressantes. Donc, il va y en avoir peut-être 6, 7, 8. Et ensuite, on va faire procéder à un vote. Un vote qui va reposer sur plusieurs critères. Critères de pertinence par rapport au problème initial, d'efficacité projetée, de réalité, faisabilité opérationnelle et d'originalité. Donc, à partir de ce vote, on va pouvoir dégager 2, 3 idées vraiment intéressantes pour résoudre le défi qui a été posé. Enfin, sur ces 2 ou 3 idées, on va rédiger ensemble, collectivement, des fiches actions. Donc, ces fiches actions, vous en voyez une à droite de l'écran. Elles vont reprendre l'objectif. En quoi cette idée répond bien à l'objectif et permet de résoudre la fragilité qu'on a identifiée, sur laquelle on a travaillé. Quelles sont les mesures concrètes à conduire, quelles sont les ressources nécessaires et quels sont les indicateurs de succès et aussi le timing envisagé. Donc, si je reviens au défi dont je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, qui est comment informer nos clients sur l'avancement de notre dossier de réclamation alors que nous n'avons pas accès à l'information. On pourrait imaginer qu'à l'issue de ce brainstorming, on ait 2 pistes de solutions qui soient sorties. D'une part, envoyer des messages, par exemple, dans les coulisses du traitement d'une réclamation, qui permettrait d'expliquer ce que vérifient les équipes pendant que le client attend, sur le mode de pédagogie et de transparence, ou alors de créer un flight tracker du suivi de réclamation, qui est le principe qui repose sur le principe du suivi des colis ou des vols, et donc qui fait intuitivement appel à ce que connaissent les clients dans d'autres domaines. Enfin, 10 jours après, on va produire un livrable synthétique, clair, mobilisateur, qui va reprendre les productions issues du workshop, les arguments et les arbitrages qui ont été partagés, les fiches actions détaillées et les suites à donner pour enclencher la mise en œuvre de l'amélioration continue. Et ce livrable, c'est la matérialisation du travail qui a été fait par les équipes et c'est aussi l'outil de pilotage de l'amélioration de la CX. Alors, pour conclure, vous l'aurez compris, l'engagement des collaborateurs, c'est vraiment un prérequis essentiel dans la réussite de vos dispositifs d'expérience client. Pour amorcer et entretenir dans le temps cet engagement, eh bien, il y a tout un tas d'outils opérationnels, on vous en a présenté, et notamment les workshops résolutifs.
qui s'avère vraiment très puissant pour arrimer les équipes dans une culture d'amélioration continue. Je vous le disais en introduction, ce webinaire marque la fin de toute une série de webinaires dédiés à l'expérience client qui a été démarrée en janvier 2025. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité des replays de ces webinaires sur notre site web et vous pourrez ainsi déceler les clés de réussite de vos dispositifs CX. Si tu veux bien, Chantal, on va terminer par répondre à certaines de vos questions qui ont été posées au cours de ce webinaire. Alors, il y a celle-ci. Pour quel type de client, dans quel contexte avez-vous réalisé des workshops? Alors, vous l'avez peut-être senti dans les exemples que j'ai cités. On travaille beaucoup pour le secteur assurance mutuelle, mais pour d'autres secteurs aussi. Souvent dans le cadre de dispositifs d'écoute à chaud. En fait, le workshop, il est très intéressant parce qu'il permet de produire régulièrement des pistes d'amélioration des points de difficulté qui sont rencontrés dans l'expérience client. Et donc, vous voyez rapidement sur les mois qui suivent l'impact de la démarche de co-construction qui a été faite par les équipes. Et donc, voilà, donc très adapté pour les dispositifs d'écoute à chaud, mais aussi pour des études de climat interne. Et ça fera peut-être l'occasion d'un autre webinaire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on avait aussi une autre question. Donc, combien de temps faut-il prévoir pour préparer et réaliser un workshop? Chantal vous en a un petit peu parlé déjà. Il y a un délai d'environ 3 semaines pour préparer le workshop et ensuite une dizaine de jours pour la remise de la note de synthèse qui suit du coup le workshop. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de finaliser en regardant un petit peu s'il y a d'autres questions qui restent en suspens. Je sais qu'Audrey, notre collègue, a certainement répondu déjà à certaines des questions posées. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester connecté le temps qu'on vous réponde par écrit. Et on tient à vous remercier pour votre attention, pour votre participation. Et on vous dit à bientôt avec de nouveaux contenus. À bientôt.